Kinshasa qu'on appelait dans les temps Kinshasa la Belle est aujourd'hui devenu Kin la Poubelle. C'est le moins qu'on puisse dire. De l'avis de plusieurs observateurs qu'on a interrogés, la ville est vraiment sale. À dire vrai, Kinshasa croule sous le poids d'immondices et d'ordures ménagères. Partout dans la ville, même dans les quartiers résidentiels, l'air est infecté. On ne respire que des ordures nauséabondes, des poubelles non évacuées. Les caniveaux et autres conduites d'eau sont bouchées par des sachets et des bouteilles en plastique. Les rivières transformées en dépotoirs d'immondices commencent à sécher. Les espaces verts sont inondés d'eau stagnante et polluée, infectés de moustiques et autres parasites nuisibles à la santé de la population. Et ceci sous les regards impuissants des autorités urbaines. Et bien plusieurs efforts ont été déployés pour rendre la ville un peu propre. Entre autres cette opération Kin Bopeto, mais les résultats sont insignifiants. Il y a la pluie qui arrive à tout moment, il y a aussi les déchets qui arrivent à tout moment. On est en train de tirer, on est là chaque jour, même les dimanches nous travaillons. On pense que c'est une solution appropriée de mettre les déchets dans les sites érosifs, mais ça c'est très dangereux parce qu'on a vu des accidents survenir lors des pluies diluviennes, mais c'était des blocs de déchets qui se détachaient et qui recouvraient des maisons entières. Il y a eu des morts et nous avons assisté en 2012 déjà à des situations comme ça. Bon, en fait, c'est parce que c'est en train d'abord de polluer la rivière et inonder les quartiers. Donc on est obligé de récupérer pour Anaco. Donc ils sont en train de c'est un système de recyclage en fait. En fait, eux, ils récupèrent ça pour revendre en Chine, en Inde, pour faire le pare-choc des voitures, pour faire je sais pas qu'est-ce qu'ils font avec, mais quand même nous on récupère. Les spécialistes disent que le problème d'insalubrité à Kinshasa est lié à la santé mentale de la population. Ce que nous voyons dans l'environnement, là, cette insalubrité est bien un indicateur, un reflet de notre état de santé mentale. Parce que dans notre santé mentale, il y a le rapport à nous-mêmes, à notre propre corps, le rapport à l'autre, le rapport à la société, le rapport à l'État, à la loi et le rapport à l'environnement. Si notre environnement est tel qu'il est là, ça traduit notre mauvais état de santé mentale. Nous l'avons déjà dit. Avez-vous déjà vu le porc nettoyer la porcherie ou le poule nettoyer la poulaillerie? Non. S'il nous arrive de vivre dans un environnement comme ça signifie que notre état de santé mentale est sérieusement perturbé. Et voilà, ça voudrait dire, si nous voulons contrôler cette situation de l'environnement insalubre, l'environnement pollué dans tous ses aspects, il nous faudrait utiliser le stratégie de santé mentale, c'est-à-dire tous les différents acteurs culturels, le pasteur, le ministre de Dieu, les enseignants, le professionnel de santé, le professionnel de médias, les autorités politico-administratives. Nous devons voir cette question dans une vision de santé mentale. En ethnopsychologie du peuple, on sait que le mode de gouvernement d'une nation dépend de l'état de santé mentale de ceux qui gouvernent la nation. Donc le rapport de ce que vous dites là est au niveau psychique, dans la manière dont l'État, la nation, l'environnement est pensé par ceux qui nous dirigent et dans la manière dont ils pensent les relations à leur population. Donc volonté politique signifie un soubassement mental convenable pour que les choses changent. Pour que nous puissions parler du développement, il faudrait que les gens sachent assainir leur milieu, mais pour assainir leur milieu, on a besoin du mental. On a besoin d'un comportement, on a besoin de faire les choses correctement, comme ça se faisait dans l'ancien temps. On doit savoir balayer sa parcelle, balayer devant sa maison, ne pas ramener les immondices ou les saletés sur l'avenue, et de telle manière, de telle sorte qu'on aura moins de problèmes et que le pays peut se développer et on peut investir à autre chose. Si aujourd'hui on investit sur Kin Bopeto et que la ville devient propre un mois, au deuxième mois, ce que nous avons fait comme travail est pratiquement anéanti par les effets sur l'environnement parce que nous n'avons pas changé de mentalité.
nous n'avons pas développé d'autres stratégies pour pouvoir gérer notre propre environnement, ne pas les polluer, mais nous allons faire du surplace. Et je crois que ce qui est beaucoup plus important, c'est le cerveau. Et pour que nous puissions aller dans le bon sens voudrait bien que nous puissions nous accepter et que nous puissions effectivement aussi prendre en compte la résiliation. Parce que lorsqu'on nous demande de ne pas salir notre environnement, de ne pas jeter des bouteilles n'importe comment et n'importe où, mais c'est ça qui doit effectivement nous faire avancer aujourd'hui. Et ce travail doit se faire à la base. On doit rappeler, on doit donner suffisamment de matériel, de capacités intellectuelles à nos enfants pour qu'ils se développent mentalement, pour qu'ils se développent sur le plan comportemental et qu'ils soient capables et à même d'agir sur notre société et les développer et nous retrouver effectivement dans un monde de mondialisation, excusez-moi cette tautologie, pour nous permettre effectivement de dire que nous avons aussi une place dans le monde comme société. Sinon nous sommes une société qui va disparaître si nous ne mettons pas l'accent sur le changement de mentalité. Et nous encourageons les chefs de l'État qui puissent prendre en compte cet élément-là, parce que vous savez que de plus en plus on a décrié qu'on n'a pas réussi à changer l'homme congolais. Mais c'est le moment où nous avons un chef de l'État qui est visionnaire et qui voudrait effectivement apporter cette vision de changement de mentalité, non seulement dans notre société, mais à travers effectivement l'Afrique. La mauvaise gestion de l'environnement a des graves conséquences sur le plan sanitaire. Nous avons donc mené une petite enquête sur la gestion des toilettes à Kinshasa et les maladies que cela peut entraîner. Il est interdit de pisser à cet endroit, disent ces écrits que voici en lingala. Bariolé sur un mur dans un quartier chic de la capitale. Pareille mise en garde, on peut les lire partout dans la ville de Kinshasa. C'est écrit sur des murs, des bâtisses ou des clôtures des propriétés privées ou publiques. Ce qui est vrai, il faut le reconnaître, beaucoup de Kinois se complaisent à faire pipi n'importe où. Ainsi, les pieds des murs, les ruelles, les caniveaux ou des espaces verts sont souvent transformés en latrines improvisées. On pisse, on chie sans la moindre scrupule. On voit très bien que les gens sont en train de faire leur petit travail là. Ils sont en train de pisser par-ci par-là. On leur demande de ne pas pisser ici, d'aller plus loin. Oh, il n'y a pas de toilette publique, tout ça. Mais on peut demander dans la parcelle. Il y a de la place, il y a des urinoirs dans la parcelle. On peut demander. Il y a des grandes dames, des grands vieux là qui font de n'importe quoi. Là. Donc là, c'est ce que moi je pourrais dire que c'est un manque de culture. Bon, ce qui est vrai, c'est d'abord le problème mental. Nous, les peuples congolais, ne sommes pas instruits. Comment instruire une personne qui quitte sa maison comme ça, il vient comme ça, qui chie par-ci par-là, ce n'est pas normal. Ça, c'est le problème d'abord de l'éducation, d'aider. C'est le problème du gouvernement. Le gouvernement a eu l'état de faire des poubelles publiques, mais non pas l'état de prévenir concernant là où les gens peuvent aller pisser, faire n'importe quoi. Notre enquête révèle que dans certains quartiers de la capitale, les gens se contentent de faire des latrines, des fortines, et puis ils profitent d'une pluie battante pour vider les excréments dans des caniveaux ou alors les rivières qui traversent les quartiers. Nous sommes ici à l'université de Kinshasa. Cette clairière magnifique qui orne les alentours du campus universitaire est aujourd'hui devenue une véritable toilette publique par la volonté des groupes de prière et des églises qui viennent ici par milliers chaque jour pour une retraite. Dans cette belle forêt, ils pissent, ils chient sans regarder à côté. C'est très anormal d'une église qui est censée prêcher, enseigner concernant l'ordre, l'assainissement, la propreté, puisse manquer de toilettes. Cela en dit plus. Moi-même, j'ai vu des assemblées ici à Kinshasa où il n'y a vraiment pas de toilettes. Et même l'endroit où ils se mettent pour prier, prêcher, est vraiment inaccessible, avec les mauvaises odeurs, avec tout ce qu'on peut trouver d'anormal. Ce n'est pas bien, ce n'est pas satisfaisant. Une assemblée puisse. Il y a dans l'Exode, par exemple, quand le Seigneur donne la loi, il insiste sur la propriété. Il insiste sur le fait que les enfants de Dieu doivent savoir que le Seigneur, il circule, il veille sur eux, surtout la nuit, il fait la ronde pour surveiller son peuple, qu'il ne trouve pas
un brin d'excrément quelque part. Et il instruit le peuple. Vous sortirez avec votre élément. Et lorsque vous aurez fait le maison, vous laissez quelque part un petit puits et couvrez cela. Le Seigneur lui-même instruit le peuple sur cela. Et il dit, parce que le Seigneur, qui va faire la surveillance dans votre camp, n'aime pas voir la scène. Donc le peuple des dieux véritables doit savoir que notre Dieu est un Dieu de pauvreté. Au moment où l'on parle des épidémies qui sévissent dans notre pays, telles que le choléra ou la typhoïde, la matière fécale exposée à l'air libre et les toilettes mal entretenues peuvent devenir une cause de mortalité. Des installations sanitaires mal entretenues font de sorte que la population, quelle que soit la tranche d'âge, soit contaminée par des maladies à germes bactériens, par des maladies sexuellement transmissibles, surtout dans des parcelles où nous vivons, il y a la cour commune. Une cour commune, c'est-à-dire il y a 4, 5, 6, 7, 8, 10 familles dans la même cour. Et ces 10 familles utilisent la même latrine. Et si cette latrine n'est pas très bien entretenue, attendez-vous au pire. Au pire, c'est-à-dire attendez-vous aux maladies sexuellement transmissibles, surtout chez les femmes qui sont des personnes les plus exposées, vu de par la position de leur sphère génitale. Les femmes sont les plus exposées. Et les plus exposées aussi, ce sont des personnes les plus vulnérables, les jeunes enfants et les vieilles personnes. Il y a un problème de sensibilisation dans notre pays. Les acteurs sociaux doivent mutualiser leurs efforts pour faire comprendre à la population la nécessité de vivre dans un environnement sain et les choses vont changer graduellement. Dans notre santé mentale qui est portée par notre cerveau, il y a le rapport à l'environnement. Si un enfant naît dans un environnement insalubre, son cerveau aura les images, va conserver les images d'un environnement insalubre. Son cerveau va s'adapter à ce type d'environnement et les considérer comme un environnement naturel, normal. Donc il faut absolument que l'environnement soit assaini pour permettre aux générations futures de développer le sens de la salubrité, de la propriété. Il ne faut pas qu'on mélange un peu les choses. Le devenir de l'être humain dépend de plusieurs facteurs, en commençant par la conception. Les enfants qui naissent par exemple de grossesse non désirée, quand les naissances n'ont pas été désirables, nous connaissons le risque potentiel du fait du stress maternel prénatal qui abîme le développement du cerveau. Il y a un risque de devenir délinquant parce qu'on est né d'une grossesse non désirée et nous savons que d'après les données de certaines études, les enfants qui deviennent Koulouna ont un passé qui n'est pas agréable en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ils ont été conçus, les conditions de grossesse. Et après cette condition de grossesse, vous ajoutez les conditions de vie au début même de la vie avec la pauvreté, la précarité, les mauvaises relations parents-enfants. C'est tout ça qui amène au phénomène Koulouna. Mais ce qui est important à dire, c'est quand on n'a pas un mental qui s'est bien développé dès le début de la vie, il y a une mauvaise construction de rapport à l'environnement. Vous prenez les enfants de la rue, vous allez constater que ces enfants de la rue ne font qu'abîmer l'environnement. Ils font pipi partout, ils peuvent faire déposer leur matière partout, ils peuvent écrire sur les murs. Voilà. Quand l'état de santé mentale n'est pas bon, la tendance naturelle, c'est de détruire l'environnement. À Kinshasa, on ne parle pas seulement de la pollution par rapport à l'environnement, mais il y a aussi une autre pollution, la pollution sonore qui affecte sévèrement les cerveaux humains et surtout les cerveaux des tout petits. Voici l'enquête que nous avons menée à Kinshasa sur ce sujet. Nuisance sonore, tapage nocturne, on en parle encore une fois. Mais aujourd'hui, notre enquête porte sur ce qui a changé en rapport avec cette question. Après plusieurs dossiers que la rédaction de la télévision nationale congolaise a produits sur le sujet, mais aussi après toutes les déclarations de bonnes intentions et des promesses faites par l'autorité urbaine à faire diminuer le bruit dans la ville, province de Kinshasa. Chez nous ici, il n'y a aucun changement.
Nous avons un bar à côté là, tout juste ici, côte à côte. Nous sommes en train d'inviter les autorités compétentes qu'ils viennent vraiment nous aider. Parce que le bar ici, c'est trop. Ici chez nous, non. Peut-être ailleurs. Mais nous ici, nous ne vivons que des ordres. Les actions du gouvernement provincial ne sont pas des actions puissantes pour nous. Parce que nous avons constaté ce que nous appelons de trafic d'influence. Il est 22h. Nous sommes ici sur l'avenue Cabinda jusqu'aux encablures de la maison de la radio. Dans un bar du quartier, un concert vient à peine de débuter, faisant un bruit énorme jusqu'au petit matin. Grâce à une caméra cachée, nous avons pu prendre la mesure de la souffrance que subissent les Kinois qui vivent dans des quartiers où il y a trop d'ambiance. Ces bébés que voici, même s'ils donnent l'impression de bien dormir parce qu'ils ferment les yeux, mais les oreilles sont ouvertes et le cerveau fonctionne pour enregistrer tous les bruits ambiants. Les élèves, eux, ne peuvent ni dormir ni revoir leurs cours tellement que la musique est forte. Eh bien, certains voisins à côté du bar ont tout simplement déserté leur domicile. Il y a trop de bruit. Dès qu'on dorme, il faut attendre qu'ils finissent leur concert. Et ils les finissent trop tard. La dernière fois, la police est venue ici, quand nous avons invité, pour venir faire les saisies des bars. À un moment donné, quand la police est rentrée pour saisir les bars, c'est comme ça qu'ils ont appelé, c'est pas un certain général, ou c'est pas qui, une autorité. Et c'est lui qui est intervenu, a blâmé la police pour que la police ne saisisse plus les bars. Des études scientifiques ont été menées sur l'effet des bruits sur la santé de l'homme, notamment une thèse de doctorat qui vient d'achever le docteur Israël Makopa à l'université Hassan II du Maroc. Le bruit, c'est un véritable poison qui frappe le cerveau en le mettant dans un état de stress chronique. Ils savent que le stress chronique dénature certaines structures cérébrales qui gèrent par exemple la mémoire. Nous avons l'amygdale et les autres. Donc le bruit qui crée ce stress, alors va dénaturer un peu la nature, de moi c'est la structure, cette structure que je viens de citer, l'amygdale et les autres, il va les hypertrophier. Ces structures vont devenir grandes et par là leur fonctionnement va être perturbé. Et comme effet immédiat sur le plan clinique, on verra par exemple l'état de stress, ce stress qui va s'exprimer par la dépression par exemple. La dépression, cela peut avoir aussi comme conséquence au niveau des enfants qui sont exposés à ces bruits, il y a un problème de mémoire. La mémoire immédiate est concernée, donc perturbée. Il y aura un problème, l'atteinte de jugement, de raisonnement, donc de toute la chaîne cognitive, elle est perturbée. Or, vous savez que la chaîne cognitive, c'est elle qui met l'homme en contact avec l'extérieur, qui nous permet le contact et le raisonnement. Et cela a un impact dans des milieux, par exemple, où il y aura beaucoup de bruit. Vous trouverez qu'il y aura beaucoup d'hypertendus. Parce qu'il y aura sécrétion dans le sang des catécholamines, certaines catécholamines, comme l'adrénaline, comme le cortisol, ont un impact, ils attirent le sucre dans le sang. Donc des gens qui sont exposés à des bruits chroniques peuvent faire du diabète par ces mécanismes-là. La question que tout le monde se pose pendant cette enquête, c'est de savoir pourquoi l'autorité urbaine a la charge de garantir, ne fût-ce qu'un sommeil paisible à la population vivant dans la capitale, ne peut pas faire appliquer sa propre loi portant sur la réglementation relative aux nuisances sonores. Le bruit, il est toxique pour le fonctionnement du cerveau, pour le développement du cerveau, surtout pour les bébés. Le bruit, ce n'est pas bon. Ça ne permet pas au cerveau de bien se développer parce que nous pouvons fermer les yeux, mais nous ne fermons pas nos oreilles. Et quand il y a beaucoup de bruit, le cerveau enregistre toutes ces informations et essaie de fonctionner en s'adaptant à ces mauvaises informations de bruit excessif. Donc ce n'est pas bon.
Donc, et puis il n'y a pas que le bruit, il y a aujourd'hui l'exposition aux médias électroniques, les dessins animés, donc le téléphone à tout moment, voilà, il y a les jeux vidéo à tout moment. Les jeux vidéo, il y a aussi cet aspect de l'environnement qui pose problème. Donc l'environnement, c'est l'environnement physique, c'est l'environnement social, c'est l'environnement culturel, c'est l'environnement politique. Et tous ces aspects de l'environnement nous posent problème et ça nous dégrade mentalement. Le rapport à l'environnement est un indicateur de la santé mentale. Si l'environnement dans lequel nous vivons est insalubre, ça signifie que nous avons des problèmes de santé mentale et pour pouvoir assainir l'environnement, il faut utiliser les stratégies de santé mentale, c'est-à-dire il faut interpeller les gens sur leur fonctionnement mental par rapport à l'environnement et les gens vont se rendre compte que ça ne va pas. Vous voyez par exemple, est-ce qu'on peut prier dans un environnement insalubre? Non, ce n'est pas possible de se représenter un Dieu sale. Mais si nous prions dans des environnements insalubres, nous prions, nous croyons en Dieu et nous abîmons l'environnement que Dieu nous a donné, c'est-à-dire nous avons des problèmes de santé mentale non connus, non reconnus, non traités. Et je pense que la stratégie de santé mentale ou les stratégies de santé mentale peuvent être utilisées pour bien traiter cette question de l'environnement pollué. Quand on dit changement de mentalité, cela veut dire quoi? En fait, ce sont des actes qu'il faut poser. Et nous attendons du chef de l'État à poser des axes qui vont dans le sens d'améliorer un certain nombre d'organisations en Afrique. Et surtout, au prendre la direction du vrai changement. Et le vrai changement, c'est celui d'apporter le peuple africain au travail. Parce que vous ne pouvez pas faire du travail lorsque vous ne stimulez pas, lorsque vous ne rappelez pas l'organe principal qui est le cerveau à pouvoir fonctionner normalement. Et quand on amène les gens au travail, ça signifie qu'on doit utiliser les ressources que nous avons. Et vous savez que l'Afrique, c'est le berceau. Toutes les grandes ressources sont en Afrique. Mais pourquoi l'Afrique ne se développe pas? Parce qu'il y a quelque part, nous n'impliquons pas les changements de mentalité dans le processus de développement. Et ces changements de mentalité voudraient bien que nous puissions commencer par des actions comme l'éducation à la base. Vous savez, la gratuité doit être en fait un leitmotiv pour tous les Africains. Combien d'Africains, combien d'enfants africains triment et restent à la maison, ils n'ont rien, on n'a pas donné la vraie éducation pour que ces enfants deviennent demain des vrais agents du développement. C'est ça la base. Et lorsque nous axons le changement de mentalité, nous donnons un sens effectivement à notre politique en appuyant sur l'éducation de nos enfants. Comme on dit, éduquer un enfant, c'est effectivement se mettre dans un processus du développement de la nation. Ces enfants sont demain les moteurs du développement de notre agriculture, ils seront le modèle de notre développement dans le génie, en faisant effectivement des innovations, en fabriquant effectivement les choses, mais on a aussi besoin effectivement des changements de mentalité dans le processus effectivement de planification, dans le processus de programmation, pour que ce qui paraît aujourd'hui être une difficulté au niveau de l'Afrique soit effectivement intégré et que ces enfants qui viendront demain, parce qu'ils auront reçu une éducation de base solide, parce que nous les adultes, nous sommes déjà là en train de préparer le terrain pour ces enfants demain. Et c'est ça le rôle du président de la République. L'enseignement de base, c'est une condition sine qua non pour favoriser le développement d'un peuple, parce qu'il faudrait que les gens quittent l'ignorance et l'analphabétisme. Mais il faudrait tenir compte des conditions qu'implique cet enseignement gratuit, parce que quand les salles deviennent surchargées, quand les enseignants deviennent suroccupés, ça affecte leur santé mentale
Et je pense qu'il faut tenir compte de tous ces aspects-là. C'est une bonne idée que partout en Afrique, l'enseignement primaire soit gratuit, mais on doit y mettre le moyen qu'il faut et étudier les conditions de telle sorte que cet enseignement soit plus rentable. Parce que si les salles sont surpeuplées, les enseignants sont surchargés, ça va affecter la qualité même de l'enseignement, mais c'est une très bonne chose. Il faudrait des mesures d'accompagnement dans le sens où il faut organiser autrement cet enseignement gratuit qui amène au surpeuplement des salles de classe. Il faut penser les conditions idéales pour que cet enseignement gratuit porte le fruit que nous attendons de cet enseignement pour asseoir le développement mental de base et le développement intellectuel des enfants dès le début de l'enseignement.